Alors malheureusement, il y a beaucoup d'idées fausses sur la Corée du Nord, et c'est bien normal, puisque c'est un pays qui est très opaque, et dans lequel les services de renseignement français, européens n'opèrent pas. Et par conséquent, nous sommes tributaires de ce que nous disent les Américains, les Sud-Coréens, et de ce qui peut se déduire des sources ouvertes, des données visuelles, des images satellitaires, etc. Et nous autres chercheurs véhiculons également des idées fausses, en général sur la Corée du Nord, et en particulier, et a fortiori, sur les programmes balistiques et nucléaires de ce pays, qui sont des programmes eux-mêmes très secrets au sein même du pays. Parmi ces idées fausses, je pense qu'il y en a tout de même un certain nombre auxquels on peut tordre le cou, et auxquels il faut tordre le cou si l'on veut avoir une claire compréhension des enjeux auxquels doivent faire face les États de la région et les États qui composent la communauté internationale en général. La première idée fausse, me semble-t-il, c'est que Kim Jong-un, comme son père et comme son grand-père, est un fou. On l'avait beaucoup dit au début du siècle et à la fin du siècle dernier, s'agissant de son père, se disant en gros, ces gens-là sont irrationnels. Et donc leurs calculs sont irrationnels. Et il faut le prendre en compte en tant que tel. En réalité, on se rend compte aujourd'hui, parce qu'en 2017, plus personne ne peut dire le contraire, que la dynastie des Kim, grand-père, père, petit-fils, sont excessivement rationnels, sont des réalistes pur jus, qui savent jouer de manière très très habile des rivalités de puissance dans leur région, et qu'ils parviennent avec une rationalité implacable à progresser dans leur volonté, et non pas leur velléité, leur volonté farouche de se doter de l'arme nucléaire, et quelle que soit la psychopathologie de ce dictateur, comme de son père, comme de son grand-père, de la psychopathologie générale des dictateurs, où là il faudrait convoquer la psychiatrie pour savoir de quelle manière un psychotique peut arriver à ce niveau de paranoïa, mégalomania, peu importe. Ce sont des gens qui ne sont pas fous au sens commun du terme, et qui savent donc très très bien où est-ce qu'ils mettent leurs pieds et jusqu'où il faut les mettre avant de faire un pas en arrière. Première idée fausse selon moi. Deuxième idée fausse, l'idée selon laquelle la dénucléarisation du régime nord-coréen est un objectif à court terme ou à moyen terme à continuer d'adopter, que l'on soit américain, ou que l'on soit européen ou français en particulier. Je pense que, à ce jour, vu l'état d'avancement du programme nucléaire et du programme balistique tel que ça a été révélé par les différentes campagnes d'essai de cet été 2017, le régime, c'est-à-dire les ingénieurs missiliers, nucléaires, nord-coréens et le pouvoir politique, sont allés trop loin pour reculer dans l'obtention d'une capacité nucléaire réelle. Ça pourra toujours être un objectif, la dénucléarisation de la péninsule. À terme, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je crois que pour pouvoir reprendre des négociations, si tant est qu'il faille reprendre des négociations avec ce régime sur les programmes nucléaires et balistiques et sur le fait qu'il s'agisse de menaces pour leurs voisins ou pour les États-Unis ou pour d'autres, ce n'est pas en brandissant la nécessité de dénucléariser que les négociateurs y parviendront. Donc ça, selon moi, c'est une idée fausse. La troisième idée fausse, ou une troisième idée fausse, c'est que une Corée du Nord, État nucléaire de facto, reconnu comme tel parce qu'on n'a pas le choix finalement que de ne pas le reconnaître, aurait sur la région un effet domino.
Et qu'on peut imaginer qu'en Corée du Sud, au Japon, puis ailleurs dans la région, en cascade comme ça, s'initient des programmes nucléaires militaires dans les pays du voisinage qui ne se sentent plus sécurisés par les États-Unis, dans le cadre de leur stratégie d'alliance de parapluie nucléaire, disons d'alliance de dissuasion élargie. Je n'y crois pas parce que, au contraire, ce que l'on voit s'affirmer et peut-être même se développer depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump, c'est plutôt un renforcement des garanties américaines. Alors, jusqu'où ça ira ? On a vu que le débat pouvait éventuellement porter sur la réintroduction d'armes non stratégiques en Corée du Sud, alors que les dernières armes non stratégiques américaines ont été retirées du territoire sud-coréen en 1991. Je serais étonné qu'on aille jusque-là, mais enfin, après tout, pourquoi pas ? Mais le débat porterait aujourd'hui sur les actifs stratégiques américains et leur redéploiement ou leur renforcement dans la région, mais les États-Unis en prennent plutôt le chemin, ou continuent de prendre le chemin, plutôt que ce que l'on pensait à contrario en écoutant le candidat Trump, plutôt que de voir les États-Unis se désengager de la zone et demander à la Corée du Sud et au Japon de fournir eux-mêmes les efforts nécessaires. Donc là, selon moi, mais ça reste à suivre de manière très précise dans les mois à venir, c'est une idée fausse également. Et une dernière idée fausse, ou plutôt deux autres dernières idées fausses, c'est un, que la Chine est la clé de la crise nucléaire et balistique nord-coréenne, et deux, que l'Union européenne n'est pas concernée par cette crise. Donc d'un côté, un surinvestissement dans le voisin chinois et dans les intérêts stratégiques chinois à résoudre cette crise, et deuxièmement, un sous-investissement de l'Union européenne parce que c'est loin, parce que ça ne nous intéresse pas. Je n'y crois pas et je pense que ce sont des idées fausses là encore. Premièrement, parce que la Chine, me semble-t-il, n'a pas intérêt à dépasser un état de statu quo dans cette crise. Je pense que la raison pour laquelle d'ailleurs les Chinois proposent une solution diplomatique de gel des programmes nucléaires et balistiques contre le gel des exercices militaires américains dans la région et le gel de l'installation de systèmes de défense antimissiles américains en Corée du Sud et éventuellement au Japon, ils ont intérêt au statu quo. Ils ont intérêt à ce que on en reste là pour un certain temps. Je ne les vois pas faire plus que cela et ils n'ont certainement pas intérêt à la dénucléarisation de la péninsule. A contrario, l'Union européenne, elle, est excessivement concernée, à la différence de ce que l'on pense souvent. Un, parce que le continent européen est peut-être déjà ou sera bientôt à portée des missiles intercontinentaux de Pyongyang, comme l'ont révélé les campagnes d'essai d'ICBM du mois de juillet dernier. Deux, parce que sur le plan politique, la brèche ouverte par la sortie de la Corée du Nord du traité de non-prolifération en janvier 2003 est potentiellement extrêmement dangereuse pour l'autorité de la norme de non-prolifération dans le monde, sur laquelle se fonde l'ensemble de la stratégie de non-prolifération de l'Union européenne adoptée, elle aussi, en 2003. Et troisièmement, parce que les intérêts économiques et commerciaux de l'Union européenne et de l'ensemble de ses États membres dans cette zone, et s'agissant de l'ensemble des pays impliqués dans une possible crise militaire avec la Corée du Nord, sont considérables. Aujourd'hui, on a à peu près 45% au volume du commerce de l'Union européenne qui est réalisé avec des États qui sont directement impliqués dans cette crise, qui, si elle se terminait par un conflit conventionnel et a fortiori nucléaire, déstabiliserait en cascade l'ensemble des économies de l'Union européenne. Par conséquent, l'Union européenne est directement et indirectement concernée sur les plans stratégiques, politiques et économiques. Voilà, me semble-t-il, quelques idées fausses auxquelles il faudrait continuer de tordre le cou, ou pour certaines, continuer de les suivre pour être sûr qu'elles sont fausses dans les mois et dans les années à venir. Alors moi je crois que
pour bien comprendre ce sujet et les enjeux présents, il faut avoir en tête 3 points. Le premier, c'est que le clan Kim, qui est donc une dynastie au pouvoir, est déterminé à faire de la Corée du Nord un État nucléaire. Et cette détermination, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés au sens de leur volonté, qui est une volonté extrêmement forte de se doter de l'arme nucléaire, et ils sont presque déterminés au sens névrotique du terme. C'est-à-dire que le fils, comme le petit-fils, avait ça un petit peu à la naissance, dans leur landau, et aujourd'hui, c'est a fortiori vrai pour le petit-fils, il a tellement lié ses choix stratégiques, ses choix économiques, ses choix militaires avec le développement du programme nucléaire, qu'il a à peu près tout parié sur la préservation des intérêts de sécurité de son régime grâce à l'arme nucléaire. Et donc, la destinée des Kim est devenue, et devient de plus en plus avec les années, intrinsèquement liée avec la viabilité d'un arsenal nucléaire qui peut être projeté grâce à un programme balistique qui progresse sur le plan des missiles de courte portée depuis longtemps, de moyenne portée, et puis, on l'a vu cet été, de longue portée, avec une rapidité dans la progression beaucoup plus importante que ce qu'on avait escompté. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette détermination. Détermination farouche, presque définitive, qui fait qu'on peut penser qu'aujourd'hui, le programme militaire nucléaire partira avec les Kim. On pourrait presque dire ça, un petit peu comme l'arsenal nucléaire sud-africain était parti avec le régime d'apartheid. Voilà. Donc, moi, je pense que là, il y a quelque chose d'excessivement fort qui, jusqu'à présent, a été mal compris ou pas compris ou minimisé, qu'on n'a pas voulu voir. Le deuxième facteur majeur, c'est la variable temporelle. Cette variable temporelle est aujourd'hui déterminante parce que la progression, la rapidité du rythme de progression des programmes fait que tous les calculs de négociation ou autres qui ont été faits par les chancelleries vis-à-vis de la crise s'avèrent aujourd'hui soit inefficaces, soit difficilement efficaces. Les sanctions sont renforcées, que ce soit au Conseil de sécurité de l'ONU, ou que ce soit quand elles sont appliquées et renforcées elles-mêmes dans le cadre du programme de sanctions autonomes de l'Union européenne. C'est une très bonne chose. Mais ce que l'on sait, c'est que ces sanctions économiques, si tant est que tout le monde joue le jeu et qu'il n'y ait pas trop d'évasion, en particulier issue de la Chine, il faudra 2, 3, 4 ans. Or, les experts les plus sérieux américains sur ce sujet nous disent aujourd'hui qu'au vu de ce qui s'est passé cet été, le territoire des Américains continental sera à portée de missiles qui seront sans doute des missiles nucléaires, dotés, donc des vecteurs dotés d'une charge nucléaire, à horizon de 2 ans. Et là, on va être vraiment dans un conflit de temps. Il y a urgence, il y a un sens de l'urgence que tout le monde partage, à Pyongyang et ailleurs. Or, les dissensions des principaux acteurs de cette crise en Asie-Pacifique sont telles que l'on voit mal une approche commune de la communauté internationale sur ce sujet. Par conséquent, dans cette course contre la montre, il semble aujourd'hui que ce soit le leader nord-coréen qui ait l'avantage. Et une troisième chose, un troisième facteur important, c'est ce que ça révèle. Et je crois que fondamentalement, ce que ça révèle sur un plan historique et géopolitique plus large, c'est que la primauté américaine, la American Primacy, en Asie-Pacifique, est contestée, est fondamentalement et historiquement défiée. C'est vrai de ce petit pays, dont on ne s'attendait pas tout de même à ce qu'elle discute à armes égales avec un président américain qui abaisse son niveau très très largement au niveau d'un petit dictateur, mais également c'est vrai de la Chine. Et dans le cadre des éléments qui nous permettent de voir une renucléarisation de la politique de sécurité russe en Asie, on se dit que la primauté américaine dans ce triangle stratégique Chine, Russie, États-Unis, avec ce petit hurluberlu milieu de grains de sable dans cette machinerie complexe qu'est la Corée du Nord, est en train de prendre sacrément du plomb dans l'aile. Or, la politique de repivotage américain des intérêts de sécurité économique dans la région Asie-Pacifique formulée sous Obama n'a pas été endossée
par le président Trump, mettant tous ses alliés et ses partenaires en Asie dans une situation pour le moment extrêmement délicate d'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer s'il continue, si les gestes suivent la parole et que les États-Unis, effectivement, ne montrent pas des signes d'engagement excessivement forts pour contrebalancer cette pesanteur historique qui va dans le sens d'un rééquilibrage, non pas au bénéfice des États-Unis, mais au bénéfice de la Chine. Donc je crois que là, pour bien comprendre ce sujet, l'enjeu fondamental, c'est celui-ci. C'est la perte de vitesse de la primauté stratégique américaine en Asie-Pacifique. Rien n'est écrit, mais c'est un des points les plus importants de cette crise que révèle cette petite crise en réalité. D'abord, il va falloir se poser la question de savoir si la crise de l'été est terminée. Est-ce que, avec le dernier essai balistique au-dessus du Japon, la Corée du Nord en a fait assez? Est-ce que la provocation va continuer? Est-ce que, à contrario, comme on l'a souvent vu depuis le milieu des années 1990, nous sommes arrivés à l'apogée de cette crise et que maintenant vont refluer les mouvements agressifs de Pyongyang jusqu'à ce que se commence à s'ébaucher une solution de renégociation. De quoi? Je ne sais pas. Mais c'est souvent comme cela que ça s'est passé par le passé, avec un mouvement comme ça de crise, d'accord, de violation d'accord, de recrise, d'accord, de violation d'accord. Donc c'est la première chose à voir. Avec le discours du président Trump à l'Assemblée générale des Nations Unies hier, on a l'impression que cette crise n'est pas terminée et que la rhétorique continue de se situer dans une escalade verbale. Il faudra suivre ça de très près dans les semaines à venir, là, plus que dans les mois à venir, dans les semaines à venir. La deuxième chose, c'est, suite aux annonces de Moscou et Paris, même succincte, même rapide de la semaine dernière, on pourrait se demander s'il va se dessiner une espèce d'axe Paris-Moscou s'agissant de la crise nord-coréenne. Ce serait assez étonnant parce qu'on voit bien l'intérêt du président Poutine à rallier la France à une solution de négociation directe avec la Corée du Nord. En revanche, on voit tout de même assez mal la France s'engager dans cette affaire seule. Donc la question sera de savoir si la France est capable de fédérer autour d'une initiative dont le cœur serait Paris, en association, pourquoi pas, avec Moscou, ses alliés européens. Et dans le cadre de l'Union européenne, on sait que c'est une question relativement épineuse, en particulier parce que les Scandinaves souhaitent que l'on conserve la politique d'engagement critique à l'égard de la Corée du Nord, même si tout le monde est d'accord pour renforcer les sanctions. Mais enfin, aujourd'hui, on se doute que le renforcement des sanctions n'est pas une politique en tant que telle et que ce n'est pas suffisant, vu en particulier l'urgence dont je parlais tout à l'heure. Donc, va-t-il se dessiner un axe Paris-Moscou ou un axe Union européenne-Moscou? Ce sera quelque chose d'intéressant à regarder, parce que ce pourrait peut-être être une clé de sortie. Autre point clé à regarder, ce sont les gages que vont donner les États-Unis à leurs alliés dans la région. Est-ce que les États-Unis vont, dans les mois à venir, continuer, ce que je crois, moi, à donner des gages dans le cadre de la dissuasion élargie à l'égard du Japon et à l'égard de la Corée du Sud, ou est-ce que l'espèce de statu quo dans lequel il se situe en ce moment, qui encore une fois n'est pas du tout un désengagement, va perdurer, et comment vont réagir, les opinions publiques japonaises et sud-coréennes, et surtout les élites, puisque au pouvoir pour le moment, il n'en a absolument jamais été question de se lancer dans un programme nucléaire autonome, que ce soit au Japon, naturellement, mais également en Corée. Est-ce que le débat va évoluer dans les mois à venir? Ce serait quelque chose à suivre. Et enfin, la dernière question qui, je crois, doit être suivie pour nous, Français, et pour nous, Européens, c'est de voir si une politique européenne originale, autonome, avec une stratégie peut-être plus consolidée qu'elle ne l'est aujourd'hui, peut éclore dans les mois à venir et au début de l'année 2018. Moi, personnellement, je pense que l'Union européenne a un sacré coup à jouer et peut vraiment apporter
beaucoup de choses, en particulier dans un cadre d'ouverture de pourparlers sur ce que pourraient être des pourparlers, puis prendre part à ces pourparlers si l'on veut, comme on le souhaite officiellement, que l'Europe soit un acteur mondial stratégique à part entière. Là, il a une autoroute devant lui, et pour cela, il faut convaincre, il faut une volonté politique, mais les armes économiques, financières et commerciales et les outils diplomatiques sont à disposition de la diplomatie commune. Il manque une volonté politique dont il faut essayer de convaincre nos partenaires.